fantasmatique bien sûr, ils s'en défendent par le déni, qui rejette les émotions douloureuses sans toucher aux représentations verbales. Le déni constitue un pendant archaïque au refoulement qui organise la névrose. Il provoque le rejet des représentations. Le refoulement, lui, dans la névrose, provoque le refoulement des représentations verbales sans toucher aux émotions, tandis que le déni, c'est le refoulement des émotions sans toucher aux représentations verbales. L'un et l'autre sont en miroir. Le déni est un mécanisme efficace, mais il est extrêmement coûteux. Les émotions sont à la base du sentiment identitaire et du lien affectif. Le déprimé, qui fuit la culpabilité grâce au déni, sombre dans l'indifférence et dans la solitude. La pensée langagière, qui subsiste, perd son ancrage dans le corps et tourne au rationalisme. Pourtant, ce qui est rejeté dans l'inconscient revient toujours. Et ce sont les modalités de ce retour qui vont déterminer les différentes formes de la pathologie narcissique. La conversion dirige les émotions renaissantes vers la douleur mélancolique ou les enfouit dans le psychosomatique. Le déplacement les inscrit dans le passage à l'acte psychopathique ou suicidaire, tandis que la projection maniaque inverse le tableau clinique pour en faire l'autre versant du trouble bipolaire. Si le traumatisme est surmonté, le déni cède la place au refoulement névrotique. Quand les défenses s'effondrent, au contraire, la position dépressive laisse la place à la forclusion paranoïaque, qui est un moyen de défense encore plus coûteux. La position dépressive est une organisation infantile instable. Si l'épreuve se prolonge, des alternatives à l'organisation oedipienne adulte doivent se mettre en place. La schizophrénie à partir des éléments paranoïdes ou la perversion à partir de la fuite maniaque. Vous le voyez, la position dépressive est une position charnière dans le développement. La régression dépressive de l'adulte est une crise qui peut évoluer vers presque toutes les pathologies définies dans notre champ. On peut observer le même fonctionnement en deçà du seuil pathologique. La position dépressive, qui est une étape normale de la psychogenèse, subsiste chez l'adulte non déprimé comme une zone de fonctionnement qui permet le changement. Si l'on pouvait comparer le psychisme à une boîte de vitesse, si vous me pardonnez la comparaison, chaque organisation représenterait une adaptation particulière des défenses, et la position dépressive représenterait le point mort. On y vient par une régression transitoire, et on embraye plus ou moins rapidement vers un mode défensif mieux adapté. L'angoisse annonce le désir, et toute mutation s'accompagne de traits dépressifs. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, dit le dicton. Quelques symptômes transitoires peuvent témoigner d'un espoir, mais ils font craindre une chute pour les plus faibles. Le psychiatre voit la dépression comme un fonctionnement pathologique, mais le sujet, lui, il la vit comme une passion douloureuse et triste. Comment définir ce que sont les passions? Pour nous, analystes, ce sont des désirs violents, impérieux, et qui ne connaissent pas de satiété, car ils témoignent du fonctionnement infantile. Le plaisir qu'ils entraînent pousse le sujet au-delà du principe de plaisir, pour reprendre l'expression de Freud, c'est-à-dire dans la douleur et parfois jusqu'à la destruction. Ce plaisir particulier, à la fois addictif et identitaire, nous l'appelons jouissance, en donnant à ce mot toute son ambiguïté. Lacan reconnaît trois passions: l'amour, la haine et la méconnaissance. Ce sont les trois domaines où la vie affective peut nous faire perdre toute mesure et toute raison. Dans la genèse de la dépression, l'amour est le premier accusé. La théorie romantique, qui date de l'Antiquité, a vu dans la mélancolie une conséquence du manque d'amour. Pourtant, l'amour est une passion singulière, largement issue d'une sublimation grâce à l'amour de la mère qui se transmet par l'enfant au terme d'un long apprentissage. Seul un adulte capable de distance devient capable d'aimer, et l'amour qui est au terme ne peut donc, en toute rigueur de terme, être accusé d'être à l'origine. La passion la plus problématique
et certainement la haine, qu'il ne faut pas confondre avec la méchanceté. La haine de l'enfant est innocente. C'est une destructivité jubilatoire à travers laquelle il exprime son appétit de vivre et son besoin d'absorber la mère pour l'intérioriser et s'identifier à elle. C'est ce que Nicolas Abraham appelait le crime de l'introjection. La dépression naît d'une culpabilisation de la haine. L'enfant s'attribue la faute de la perte, de la mise en danger du lien. Il retourne alors contre lui son désir haineux pour s'adonner à la jouissance triste d'avoir tout perdu en perdant celle qui pour lui était tout. Le déni sert de socle à la troisième passion, la méconnaissance. Car la pensée, libérée de ses amarres, devient une activité auto-érotique plus jouissive que la voie ascétique de la raison. L'enfant, oublieux de ses crimes imaginaires, va installer son drame dans des rêveries cruelles. L'adulte déprimé est celui qui brutalement se souvient d'avoir été coupable par sa haine, même s'il méconnaît son crime. Le fonctionnement passionnel convient à un enfant dont la vie psychique est tout entière orientée vers la croissance. Si pour l'adulte, la jouissance est triste et la passion effrayante, c'est qu'il y a en nous une instance, la censure, qui nous interdit le retour à cette première étape. L'enfant chez l'adulte ne disparaît pas. Il constitue une zone psychique qui nous relie à la vitalité désirante, mais il peut nous faire perdre la raison. La censure est une barrière poreuse. Elle ferme les yeux sur les incursions brèves qui nous permettent de nous ressourcer, mais elle se fâche si nous nous attardons. Les déprimés qui sont restés bloqués dans leur régression sont victimes de sa rage impuissante, puisqu'elle ne peut ni les arracher à leur fascination morbide, ni les laisser en paix. Ce que nous appelons la censure représente un fonctionnement automatique et inconscient qui filtre les représentations. Nous acquérons au fil de la psychogenèse un certain contrôle sur cette fonction en l'incarnant dans des instances qui constituent des centres de contrôle relativement autonomes dans le psychisme. Il y en a 5. Je vous propose de les nommer les 5 piliers de la censure. Le plus connu, c'est le surmoi. C'est aussi l'instance la plus aboutie. C'est une instance discrète qui se met en place au terme de l'Oedipe grâce à l'intériorisation des figures parentales. Le surmoi est largement inconscient. Il gère les mille et une petites décisions de notre vie quotidienne sans en donner le souci à notre conscience. Il nous protège de l'angoisse et oriente notre sexualité vers des buts non incestueux. Le surmoi des déprimés est parfois qualifié de cruel, mais c'est un mauvais procès, car ces sujets narcissiques vivent sous l'emprise d'une instance plus archaïque, l'idéal du moi, qui les renvoie sans cesse aux exigences démesurées d'un idéal inaccessible qu'aucune bienveillance parentale ne vient atténuer. L'idéal du moi, c'est la toute-puissance, le phallus dont l'enfant s'est emparé après avoir tué père et mère et qui le laisse, coupable et désolé, maître d'un champ de bataille devenu champ de ruines. Surmoi et idéal du moi sont deux instances symboliques, c'est-à-dire qu'elles sont bâties sur la pensée langagière et qu'elles laissent donc une certaine prise à la raison. Ils nous protègent d'un fonctionnement encore plus archaïque, celui du moi idéal, qui est une instance que nous qualifions d'imaginaire, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur le jeu des premières identifications. Le moi idéal est l'organisateur du lien haineux. Il définit une organisation qui est à la fois individuelle et collective. Il gouverne les passions grâce à la projection qui permet de diriger la haine et la destructivité sur un tiers qui devient une victime. Grâce à l'introjection, il peut s'attribuer les qualités d'un héros ou d'un chef qui assume le rôle des parents et qui permet l'accès à la raison. Surmoi, idéal du moi et moi idéal coexistent à des degrés divers chez tout un chacun. Le surmoi gère le quotidien, l'idéal du moi intervient en cas de crise. Quant au moi idéal, nous lui laissons les clés dans les moments de régression. Ce sont les 3 piliers normaux de la censure.
Il en existe deux autres qui sont purement pathologiques et n'interviennent qu'en cas d'échec à la formation du surmoi. Le fétiche est une forme dévoyée de l'idéal du moi qui tient sous son emprise le pervers et sa victime grâce au clivage qui est son arme d'attaque et de défense. La certitude est l'organisateur du délire qui se présente comme une vérité intangible mais qui repose sur une mise en scène de la passion de méconnaissance. Il n'y a pas de certitude qui ne soit délirante dans notre condition humaine, si ce n'est peut-être l'amour, s'il faut en croire Socrate dans le banquet. Alors la dépression est une maladie des individus, mais peut-on aller plus loin et parler d'une pathologie collective, d'une dépression des sociétés? Si je vous réponds oui, c'est d'abord en m'appuyant sur l'autorité de Freud qui a fondé la psychanalyse en refusant d'opposer l'individu au groupe. Le psychisme humain se constitue au cœur d'une relation, la vie familiale, et par une immersion dans un bain de langage qui définit nos sociétés. Nous sommes là dans la continuité de la pensée classique traditionnelle, celle d'Aristote, qui définit l'homme comme un animal politique, justement par son accès à la parole. La psychanalyse se vit d'abord comme un effort de pensée, comme un effort de la société, représenté par les médecins, pour soulager ceux qui souffrent. Thérapeutes et patients ont ceci de particulier qu'ils peuvent échanger leur place. L'analyste se qualifie en effet d'avoir été soigné par sa méthode, et c'est d'abord sur lui-même qu'il en éprouve l'intérêt et les limites. Au tournant de sa vie, dans les années 20, Freud est confronté à l'effondrement de son cadre de vie, l'empire austro-hongrois, à l'échec dans sa pratique, au deuil chez ses proches, sa fille Sophie, son petit-fils chéri et Nerlé, et au début du cancer de la mâchoire qui finira par l'emporter en 1939 et qui nécessitera plus d'une vingtaine d'interventions et la pose d'une prothèse si douloureuse qu'il l'appelle le monstre. Cette prothèse l'empêchait quasi complètement de parler, et c'est sans doute de là que vient l'idée du psychanalyste qui se tait. Alors face à toute cette difficulté, Freud reprend son système. Il reprend ce qu'il appelle sa métapsychologie, c'est-à-dire son modèle explicatif, pour l'inscrire dans une réflexion sur la nature humaine, une anthropologie. Sa conclusion est qu'à côté de l'instinct qui tend à conserver la substance vivante et à l'agréger en une unité toujours plus grande, il en existe un autre qui lui est opposé et qui tend à dissoudre ces unités et à les ramener à leur état le plus primitif, c'est-à-dire à l'état anorganique. Ces principes transcendent la vie psychique de l'individu et constituent les principes organisateurs de la société. Le premier d'eux, c'est Eros, l'instinct de vie. Il représente ce qu'on pourrait appeler une force vitaliste, qui privilégie la survie de l'espèce, même parfois au détriment de l'individu. C'est un principe altruiste. Le second, c'est l'instinct dit de mort, mais dont la dénomination est très ambiguë, puisqu'il est largement au service de la stabilité et donc de la survie. Il représente un principe anthropique au niveau de l'univers, mais aussi ce qui pousse l'individu à se ménager, même parfois au détriment du groupe. C'est un principe égoïste. C'est un principe de mort au niveau collectif, mais pour l'individu, c'est aussi un principe d'économie, et il s'associe concrètement à Eros dans tous les aspects de la vie. La perception que nous pouvons avoir de ces principes n'est donc jamais directe. Notre quotidien est un mélange où ces pulsions ne nous sont accessibles qu'à travers les émotions et les représentations langagières qui les conduisent à la conscience. Nous n'avons accès aux principes fondateurs que par la raison, ou bien lors de certaines pathologies où la liaison pulsionnelle est mise en échec. La première d'entre elles, c'est la dépression, celle que Freud définissait comme une pure culture de la pulsion de mort. Pour faire ce travail, fonder une anthropologie psychanalytique,
Freud peut s'appuyer sur un cadre de pensée qu'il s'était déjà donné dans un ouvrage antérieur, un texte de 1912, Totem et Tabou. Le mythe vise à nous représenter les fonctionnements inconscients, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et Freud va nous créer des mythes. Le premier qu'il crée, c'est le mythe du meurtre du père de l'ordre primitif par ses fils révoltés. C'est un mythe, c'est un conte, c'est une histoire que Freud invente et qu'il nous propose comme une représentation de ce qui nous a conduit à devenir humains. L'acte fondateur, en effet, de la vie humaine, c'est la naissance, qui est un don de la mère. Mais l'acte fondateur de la vie sociale, c'est le meurtre mythique du père. C'est dans le même ouvrage qu'apparaît la notion de complexe d'Oedipe, qui devient comme la traduction individuelle de celui du meurtre du père de la Horde. Freud en fait la pierre angulaire de sa théorie. À ce moment-là, donc, un cadre est posé, et l'étape suivante va être la grande refonte que nous appelons la deuxième topique. Il en fait l'exposé dans deux textes, Psychologie des masses et analyse du moi en 1921 et Le moi et le ça en 1923. C'est là qu'apparaissent les instances que j'ai appelées des piliers de la censure. Surmoi, idéal du moi et moi idéal. D'emblée, ils sont présentés dans leur dimension collective. Car si le surmoi se forme à partir de l'intériorisation des figures parentales, il faut bien noter que ce que l'enfant prend est symbolique. Ce ne sont pas tant les parents qui l'intériorisent que leur propre surmoi. Ce surmoi que les parents eux-mêmes avaient emprunté déjà à leurs propres parents, et ainsi de suite depuis la nuit des temps. Le surmoi collectif est donc un réseau qui se transmet de génération en génération et qui se partage entre frères et sœurs. Notre République française en a fait la fraternité. L'idéal du moi, lui, est une instance singulière qui met en scène les valeurs collectives et vis-à-vis de laquelle personne n'est à la hauteur. Il sépare ceux qui l'organisent, mais sans rejet. Il correspondrait à la liberté. Le moi idéal, nous l'avons vu, est une figure éminemment collective qui définit le fonctionnement du groupe. Dans la devise républicaine, il correspondrait à l'égalité. Ces conceptions sur l'irrésistible chute des sociétés occidentales prises dans le jeu des pulsions, Freud les expose à travers toute une série d'ouvrages dont la dimension politique est sans doute largement passée inaperçue. L'avenir d'une illusion en 1927 marque sa déception vis-à-vis des religions, devenues des instruments du déni et de la méconnaissance. Malaise dans la civilisation en 1929 s'attaque à la fierté même de la pensée nazie, la culture dont il dévoile la fonction d'oppression des individus. C'est pourtant dans ce texte qu'apparaissent les premières notes d'espoir. Le surmoi bienveillant qui apporte la paix aux individus pourrait trouver son pendant dans une instance collective qui permettrait à une société ayant assumé sa culpabilité de sublimer ses pulsions meurtrières en se refondant sur la loi d'amour. Le président Wilson écrit en collaboration avec l'ambassadeur américain William Bullitt en 1932 et publié en 1966 est un brûlot dans lequel Freud déverse son amertume vis-à-vis de l'homme providentiel sur lequel tant d'hommes désirant la paix avaient fondé leurs espoirs. Wilson a échoué à convaincre les États-Unis à entrer à la SDN, ce qui fait échouer son projet de refonder le monde sur la paix. Freud en fait la figure de l'idéal du moi collectif, un illuminé religieux qui se prend pour le Christ et croit sauver le monde en se dévouant pour lui, alors qu'il le fait au nom d'un idéal personnel imposé par un père qui était un pasteur sadique et fanatique. Wilson est un anti-héros, une figure décevante qui promet beaucoup mais qui ne donne que du semblant.